Bienvenue dans Décomplexe, le talk qui rend simple ce qui paraît compliqué. Ici, j'invite des experts passionnés de finance et d'investissement pour rendre accessible leur savoir et vous le transmettre. Avec une particularité, à chaque notion clé, on met la vidéo sur pause pour vous expliquer de façon pédagogique et illustrée. L'objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des concepts clairs, concrets, visuels et directement actionnables. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans un univers assez fascinant des Small Caps Value, avec mon invité que je vais vous présenter, ces petites actions de petites entreprises cotées qui ont tendance à surperformer les marchés sur le long terme. Salut Rémi. Salut Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir. Bah écoute, plaisir partagé, merci. Pour la sortie de ton livre, tout à fait. Notamment, qui est sorti, alors là on enregistre en juillet, il est sorti il y a un petit mois, Surperformer en bourse avec les small caps. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin ? Il y a le fruit de mes 5 dernières années de recherche, de travail et de passion sur ce sujet passionnant des petites capitalisations boursières de ces entreprises cotées en bourse, présentes partout dans le monde et qui créent de la valeur ajoutée et qui redonnent selon moi également leur lettre de noblesse au marché financier tel qu'on les connaît aujourd'hui. Alors on a quelque chose en commun parce que j'ai préparé un peu quand même pour t'accueillir. On est tous les deux ingénieurs de formation. Tout à fait. Qui sont à un moment devenus CGP. Tout à fait. Ça a été ton cas. CGP, toi, spécialisé dans des stratégies d'investissement long terme et dans des petites capitalisations. Tu es aussi multi-entrepreneur, on peut le dire comme ça. Plusieurs sociétés, dont une solution dont on va parler aujourd'hui parce qu'elle est quand même au cœur du bouquin qui s'appelle le Value Investing Screener. Ultra passionnant quand on découvre ta méthode de se dire comment on l'applique. Toi, tu as créé l'outil pour pouvoir l'appliquer. Moi, la première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on arrive, en tant qu'investisseur aujourd'hui, à moins de 30 ans, dans l'univers de ces small caps ? Alors, en règle générale, on n'y arrive pas directement. D'abord, on découvre les marchés financiers par le biais de la gestion indicielle. D'abord, en règle générale, on s'intéresse au sujet de l'indépendance financière, à la construction finalement d'un portefeuille boursier, d'une épargne, indépendamment de ce que l'on nous propose en termes de retraite. Et en approfondissant ce sujet, si l'on souhaite aller chercher des points de performance supplémentaires, on va en règle générale lire des livres à ce sujet, regarder des études et on tombe à ce moment-là, logiquement, plus on creuse sur le sujet des small cap value qui sont la classe d'actifs qui, historiquement, surperforment toutes les autres depuis un siècle en bourse. La stratégie d'investissement de Rémi repose sur les small caps value. C'est un segment bien particulier de la bourse. Les small caps value, c'est une combinaison de deux concepts. Le côté small caps, qui va faire référence à la taille de la société, à leur capitalisation boursière, et une approche d'investissement qu'on appelle le value investing. Mais il y aura un petit encart pédagogique dans quelques minutes pour expliquer spécifiquement ce que c'est. La capitalisation boursière, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins le nombre total d'actions en circulation, imaginons ici 1 million, multiplié par le prix de l'action, le cours de l'action qui évolue au gré du temps. Ici, imaginons 100 € qui nous donne une capitalisation boursière de 100 millions d'euros. La capitalisation boursière va être intéressante pour classer les entreprises, des plus petites aux plus grandes. On a les plus grandes, les méga caps comme Apple, Nvidia, Microsoft, valorisées autour des 3000 milliards de dollars. Et tout en bas, les micro caps, les plus petites sociétés cotées en bourse. Le segment auquel fera référence Rémi dans toute la suite de l'échange, c'est le segment des small caps, donc les entreprises valorisées entre 100 millions de dollars et 2 milliards de dollars. C'est un ensemble de petites sociétés. On parle de petites sociétés, il faut mettre des guillemets là-dessus, de sociétés de 100 à 200 millions de capitalisation boursière. En dessous, on parlera plutôt de micro-cap ou de nano-cap, où il pourrait y avoir d'autres problématiques, jusqu'à 1 à 2 milliards de capitalisation boursière. Donc on parle tout de même de sociétés établies, mais qui sont sur des niveaux de maturité où on peut encore aller chercher des leviers de croissance aujourd'hui très connus dans le monde des entreprises de ce genre de taille, de la croissance externe, de la croissance organique. Il y a un ensemble de leviers qui peuvent être activés et dont je détaille finalement les potentielles manières de les actionner finalement, que ce soit pour les dirigeants ou les investisseurs, pour les détecter dans le livre. Et ces sociétés vont en effet avoir potentiellement beaucoup plus de capacité à croître. Jim Slater dit fort justement à ce sujet, un éléphant ne galope pas.
Et c'est vrai que lorsqu'une société a atteint plusieurs trilliards de capitalisation boursière, faire un x10 devient Oui, complexe. on se dit que la marge de progression quand même paraît plus complexe. Devient plus capé, alors que finalement, pour une petite société française, eh bien peut-être que le simple fait de s'ouvrir à l'international peut lui permettre de faire x10, le simple fait d'aller racheter un concurrent peut lui permettre de faire x2. Et finalement, du coup, les leviers de croissance sont bien plus multiples et bien plus évidents que pour une société dont tout le monde connaît le nom, mais qui est aujourd'hui face à des problématiques de monopole, face à des problématiques finalement de taux marginal de rentabilité atteint. Et en plus de ça, spécifiquement pour les small cap value, leur taille va amener finalement l'investisseur particulier à avoir un avantage par rapport aux institutionnels. Et c'est un petit peu, je trouve, le seul lieu en bourse où il y a encore d'une part des anomalies de marché, mais également dans lequel un particulier a un avantage sur les pros. Plus on grossit en taille, plus finalement les particuliers sont une masse dont se jouent d'une certaine manière les institutionnels qui capitalisent dessus. Et parce je qu'un trouve ça très dur de faire un des ETF institutionnel sur ne des large peut cap. pas rentrer facilement sur ce genre d'entreprise. Il y a un vrai sujet de liquidité en fait. Tout à fait. La liquidité est un critère important si on souhaite se positionner sur ce segment des small caps. Alors la liquidité, c'est quoi? C'est la facilité avec laquelle je peux acheter ou vendre mon action. Sur les méga caps, la liquidité est importante. Il y a beaucoup de volume d'échanges journaliers. Si je pose un ordre d'achat ou de vente, je peux rapidement être exécuté. C'est moins le cas sur les plus petites entreprises et notamment les small caps où ça peut être moins facile de trouver des acheteurs et de trouver des vendeurs. Et c'est particulièrement le cas pour les fonds d'investissement qui gèrent d'importants encours, plusieurs centaines, voire milliards de dollars ou d'euros, et qui peuvent difficilement se positionner sur ce segment-là sans impacter le prix de manière significative. C'est en ça que Rémi dit que le particulier a un véritable avantage de se positionner sur ce segment des small caps. Tout à fait. Lorsqu'on investit en tant que particulier, on va investir, lorsqu'on débute, quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros. Mais lorsqu'on est un institutionnel, en effet, et qu'on a ne serait-ce que 100 millions, 500 millions, 1 milliard sous gestion, ce qui est peu, un institutionnel qui a 1 milliard sous gestion, c'est finalement très peu, et qu'on souhaite allouer des liquidités sur une société, on va en règle générale directement y allouer plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Et à ce moment-là, il faut de la liquidité en effet. Et une société qui a fait une IPO comme Odyssée Technologies, qu'on avait accompagné sur son IPO du coup en décembre dernier, qui a levé 8 millions sur le marché public, si on lui propose 10 millions, d'une part, l'institutionnel ne va pas pouvoir se positionner, il n'y aura pas du tout assez de liquidité, donc va soit devoir y avoir une nouvelle émission d'actions, mais si l'émission est considérable par rapport à la capitalisation, il va y avoir également des problématiques réglementaires, d'offres d'appel à actions, et donc finalement, l'institutionnel va se retrouver face à un ensemble de difficultés opérationnelles et réglementaires énormes pour finalement une prise de position très limitée. Et il va être beaucoup plus simple d'agir dans le marché des large caps, dans lequel également beaucoup plus de ressources sont allouées par un ensemble de prestataires, notamment sociétés d'analystes, etc., qui va permettre de donner énormément de données financières pour que ces sociétés financières puissent agir. Et donc sur les small caps, il y a une forme d'avantage concurrentiel pour les particuliers. Et ce que j'entends et ce qui séduit, c'est de se dire que ça surperforme les marchés. Il y a un indice, j'imagine, des small caps où il y a... on dit souvent, par exemple, le MSCI World, c'est 8% par an sur les 30 dernières années. Est-ce qu'on a une donnée un petit peu similaire d'un indice sur lequel on peut se référer sur les small caps? Il y a une étude sur laquelle on peut se référer, celle de Fama et French, qui a été assez connue sur justement cette étude historique de la surperformance des small caps par rapport au large cap. Et aujourd'hui, notamment pour ce qui est des small cap value, il y a un ensemble d'indices mondiaux qui existent. Donc par exemple le VBR, le Vanguard Small Cap Value. En France et plus spécifiquement en Europe et plus spécifiquement en France, on a par exemple la performance du fonds Indépendance Expansion de William Higgins, qui a beaucoup fait parler de lui sur ces dernières années. Dire que j'avais été le premier interviewé sur ma chaîne et que j'avais présenté ensuite à Mathieu, etc., qui s'est bien fait connaître et qui a eu une performance sur les 30 dernières années de 13,2% par an. Versus un 8% par an pour les actions mondiales, un MSCI World, c'est assez remarquable. On parle globalement, en règle générale, on a Francisco Gracia Parames aussi en Espagne, on a Passi Avia en Finlande. On va avoir un ensemble d'acteurs institutionnels qui vont avoir, par rapport à la moyenne des fonds qui ne surperforment pas le marché, vraiment des performances qu'on va appeler de premier quartile, qui sont assez étonnantes. Et en règle générale, ce sont des fonds qui vont se concentrer sur cette catégorie, ces petites capitalisations boursières. On va avoir
sur les surperformances notables dans le monde financier sur ces dernières années, on va avoir soit en règle générale le private equity sur les premiers quartiles, qui sont des fonds de LBO ou bref, ce genre de fonds où on va retrouver du KKR, ce genre de choses, ou des fonds type Altaroc, il faut aussi beaucoup parler d'eux, ou du trade en équivalent sur ces dernières années, ou alors en listé du coup des fonds small cap et small cap value. Là, ce qu'on rajoute dans les small caps value, on rajoute ce concept de value investing. Donc ça, c'est une philosophie d'investissement. Ouais. Si je ne me trompe pas, a été popularisé par Benjamin Graham dans son bouquin L'investisseur intelligent. Peut-être que ça ne venait pas de lui, mais... Alors, il y a des prémices en amont, mais globalement, ça arrive vraiment avec Benjamin Graham et David Dodd dans les années 1930-1940, et ça va être évangélisé par l'œuvre The Intelligent Investor, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui sort il me semble entre 1940 et 1950. C'est un des tout premiers livres que j'ai lus sur la bourse. Quand et c'est ce que j'allais dire. Et franchement, c'est pas un cadeau quand même quand tu veux démarrer. Non, je préfère. Je trouve que dans les premiers livres que je peux recommander, je trouve que le livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse » de Peter Lynch est beaucoup plus accessible et très sympa dans cette notion de considérer les entreprises derrière ce qu'on utilise au quotidien. Et il va être d'ailleurs, Peter Lynch va avoir une performance de 29,2% par an pendant 13 ans lorsqu'il était à la tête du fonds Magellan. Il va faire partie des premiers à investir dans Apple parce qu'il constate que ses enfants sont complètement déjà dans l'écosystème Apple au début des années 2000, etc. Donc il va avoir une approche, je trouve, très saine de la bourse, où finalement on a tendance à réduire, je trouve, les marchés boursiers lorsqu'on ne les connaît pas à une courbe, et finalement à réduire une entreprise à une courbe qui monte et qui descend relative à son prix. Mais en réalité, une entreprise, c'est bien plus complexe que ça. C'est un marché, c'est des êtres humains, c'est des sources de production de valeur ajoutée, des sources de destruction de valeur parfois. Et qu'est-ce qui finalement fonde la performance d'une entreprise et qu'est-ce qui fonde sa valeur intrinsèque, ce qui est vraiment la source du raisonnement du value investing. C'est essentiel, et c'est à titre personnel quelque chose qui me passionne, autant en tant qu'investisseur qu'entrepreneur. Comprendre la valeur d'une boîte, en fait. C'est ça, et qu'est-ce qui assure la croissance de sa valeur sur du long terme. Et si on comprend ce genre de levier, en règle générale, on crée des entreprises qui durent et des portefeuilles qui durent également. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce concept de value investing ? Oui. Alors, le principe fondamental du value investing, c'est celui de dissocier finalement le prix du marché de celui de la valeur intrinsèque d'une entreprise. Un exemple que j'ai vécu, par exemple, c'est que en 2020, lors du Covid, on se retrouve avec une situation de marché assez particulière, notamment en Turquie, avec une monnaie turque qui va dégringoler à foison. Mais la Turquie a un marché boursier, avec des sociétés cotées en Turquie. Et on va se retrouver notamment avec un de mes premiers clients qui s'appelle Jean-Louis, à prendre position sur des sociétés minières dans l'or en Turquie, qui ont une valeur d'or dans leur stock supérieure, qui vont se retrouver à avoir une valeur d'or dans leur stock supérieure à la capitalisation boursière. Donc factuellement, on se retrouve à acheter de l'or moins cher que ce qu'il ne vaut, sachant que la société n'est pas endettée. À l'époque de l'or. Au cours à l'époque de l'or par rapport au cours de l'action. Et ça, c'est typiquement une opération de valeur, parce qu'on va acheter, on va acheter de l'or moins cher que ce qu'il ne vaut sur les marchés boursiers grâce à une anomalie de marché, des cotes d'une monnaie, et qui nous amène du coup à faire une plus-value. Donc ça, c'est vraiment on pourrait appeler un trade de valeur. Value investing, c'est la thèse d'investissement centrale dans l'approche de Rémi. Ça a été popularisé par Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, et ça consiste à dénicher des pépites et à acheter une action moins chère que ce qu'elle vaut vraiment. Ce qu'elle vaut vraiment, c'est la valeur intrinsèque qui va être estimée par l'investisseur. Il va faire ses devoirs, il va travailler, il va analyser les rapports, analyser les états financiers, estimer la vraie valeur de l'entreprise, et il va regarder par rapport au cours de l'action où est-ce qu'il est positionné. Si le cours de l'action est supérieur à la valeur estimée, la valeur intrinsèque, l'action est considérée comme surévaluée. Si elle est inférieure, l'action est considérée comme sous-évaluée. Mais le concept du value investing va plus loin parce qu'il intègre une autre notion qui est la notion de marge de sécurité. L'investisseur value va prendre une marge de sécurité, parfois importante, parfois moins importante en fonction de ce qu'il pense du titre, et il va essayer de détecter une zone d'achat, c'est-à-dire un endroit où le cours de l'action va décoter de manière importante par rapport à la valeur intrinsèque, intégrant sa marge de sécurité. Il se positionnera donc à l'achat sur ce titre et il attendra
que le marché puisse revenir à la valeur intrinsèque et que le cours de l'action rejoigne la valeur intrinsèque estimée par l'investisseur et ainsi réaliser sa plus-value. Et c'est ce que va nous décrire Rémi pendant toute la suite de l'entretien. Quel est le cadre de sélection qu'il met en place pour dénicher ces pépites et comment intégrer cette marge de sécurité. Donc, cette notion de valeur intrinsèque, c'est vraiment de se dire, est-ce que finalement ce que j'achète aujourd'hui est une bonne affaire par rapport à ce que ça produira demain? Et parce que finalement, en définitive, que tu achètes des montres, que tu achètes une voiture, que tu achètes un immeuble, même si tu as la chance de pouvoir acheter un immeuble, on est dans la Tour Montparnasse aujourd'hui, un appartement dans la Tour Montparnasse à 10 000 euros du mètre carré, fondamentalement, si tu as eu l'opportunité d'acheter quelque chose à Limoges à 100 euros du mètre carré, tu feras un meilleur deal. Un peu plus quand même. Non, mais je sais que dans ton cas, c'est plus. Mais en tout cas, si tu as eu la possibilité. La question, c'est pas où est-ce que tu achètes et quelle est la valeur finale de ce que tu achètes, mais vraiment, est-ce que tu as eu un gros différentiel entre ce que tu as acheté par rapport à ce que ça coûte, par rapport à la valeur. Donc, c'est vraiment l'étude de la valeur de l'entreprise en soi. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs valeurs au final? Parce que la valeur, moi, je pourrais t'en donner une. Peut-être que toi, pour une même entreprise, tu pourrais en donner une autre. Donc, il y a donc différentes valeurs. Il existe une infinité. Je crois que c'est Harvard qui avait listé plus de 400 méthodes de valorisation différentes de boîtes. Et j'en ai créé une également dans ce livre. Donc, il existe plein de formules de valorisation d'une entreprise. On peut raisonner au multiple des bénéfices, au multiple du chiffre d'affaires, au multiple des bénéfices au prorata de la croissance. On peut raisonner à la valeur patrimoniale de l'entreprise, ce que j'ai fait avec cette société minière dans l'or. On peut raisonner, et c'est un raisonnement qui est aujourd'hui très utilisé dans le monde du private equity et même en finance, en ce qu'on appelle en discounted free cash flow, donc en somme des flux de trésorerie futurs de l'entreprise, modulo le risque qu'il ne soit pas réalisé. Et donc, il y a une infinité de méthodes de valorisation, et selon moi, la justesse, c'est d'en prendre en compte un maximum pour arriver à estimer si on fait une bonne affaire ou non. Et il peut y avoir, en plus de ça, de très bons chiffres, mais par contre, typiquement, par contre, une production qualitative de valeur ajoutée sur du long terme qui, elle, est négative. Par exemple, une société qui produit des tests PCR en 2021 va historiquement avoir des chiffres monumentaux. En un an, elle a fait 600% de croissance, etc. Tout est au vert d'un point de vue financier, sur la base de ce qui s'est passé. Que là-dessus. Voilà. Mais quelle est l'assurance qu'elle vende encore des tests PCR dans 5 ans? Très faible finalement. Donc attention à cette notion finalement d'analyse, d'étude de la valeur d'une entreprise simplement fondée sur un instant T, sur les états financiers de cette année. Sur les résultats historiques, bien prendre en compte également la perspective future notamment de croissance des bénéfices. Et c'est là où je crois que les convictions sont ultra importantes. C'est ce que j'observe en tout cas en interrogeant des investisseurs. Il y a se forger des convictions peut-être par rapport à une méthode aussi. Et aussi après par rapport à une entreprise. Alors il y a une notion de conviction et il y a aussi une notion de pragmatisme. William Higgins dit fort justement, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Donc on va, entre un investisseur qui va uniquement s'orienter en effet par conviction vers des actions qui ont un potentiel de croissance des ventes monumentales et un investisseur qui va finalement avoir une stratégie où il ne va se concentrer que sur des entreprises qui ont de base des actifs établis dont le rendement propre est assuré. L'exemple typique, ça serait par exemple une société de vente de vêtements avec une très belle croissance en termes de notoriété grâce à une stratégie d'influence marketing. VS, une société foncière d'immobilier qui a finalement un modèle de croissance très établi où chacun des bénéfices vont être réinvestis dans le rachat de nouveaux immeubles, ce qui est le principe de ce qu'on appelle une REITs aux États-Unis, le Real Estate Investment Trust. Eh bien, j'irai naturellement, à titre personnel, beaucoup plus vers cette seconde société, malgré le potentiel de croissance et le multiple asymétrique que l'on pourrait faire sur cette société-là. Parce que le rendement sur le capital est plus élevé. Ici, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Le rendement du capital constitué en immobilier aura bien plus de chances d'avoir encore une rentabilité existante dans 50 ans, alors que cette marque de vêtements, peut-être pas. Et ça va être vraiment, du coup, deux approches différentes. Et j'avoue que je penche beaucoup plus vers cette approche-là, de par notamment aussi ma façon d'entreprendre, et on est assez proche là-dedans, on va avoir tendance à créer beaucoup de valeur dans l'entreprise que l'on constitue et on investit pour sécuriser ce capital. Mais le fait est que finalement, en sécurisant son capital de cette manière-là, sur du long terme, on a des performances bien supérieures à la moyenne. Alors que celui qui va prendre beaucoup de risques, tôt ou tard, risque d'avoir un revers de médaille. Risque élevé induit souvent
Là, des ça, cotes associées. ce couple-là, il ne divorce jamais en investissement. Et c'est Howard Marks qui dit fort justement, et on a vite tendance à l'oublier, la qualité d'un investisseur se mesure bien plus à sa capacité à maîtriser son risque qu'à générer du rendement. Et on Très juste. maîtrise son risque en bourse en s'orientant vers des entreprises qui ont un capital constitué profondément rentable et une bonne stratégie de croissance de ce capital rentable constitué. Et pas qu'une stratégie finalement de croissance des ventes. Justement, parlons un petit peu de cette méthode, parce que là, comment on les déniche ces pépites? Parce que moi, ça me donne envie d'aller les dénicher, Ouais. d'aller les regarder et de me dire, est-ce que j'investirais pas dans cette action-là? Dans ton livre, tu décryptes toute ta méthode. Ouais. Alors, combien c'est d'années de travail, franchement, d'arriver à 200 et quelques pages, hein, mais il y a l'essence même de ta méthode à l'intérieur de ça. Ta philosophie, les critères d'investissement que tu utilises, pourquoi tu les utilises, comment tu les utilises. Combien de temps ça t'a mis là, de travailler sur cette méthode? Moi, depuis que je suis, disons, à plein temps sur ce sujet, ça fait 5 ans que j'ai dédié ma vie à mes recherches, aux entreprises que j'ai créées autour de ça et à ce processus d'allocation de capital dans lequel aujourd'hui 100% de mon patrimoine est investi. Ok. Donc, moi, j'ai noté plusieurs choses, hein, c'est pour ça que je regarde ma tablette, mais déjà, il y a dans ta méthode, comme souvent en fait dans des méthodes d'investissement, il y a une approche quantitative et une approche qualitative. Dans la majorité des stratégies d'investissement en bourse où on doit sélectionner des titres financiers, il y a la combinaison de deux approches. L'approche d'un côté dite quantitative et l'approche qualitative. L'approche quantitative, ici, ce sont l'analyse des chiffres. On va s'appuyer sur le bilan, le compte de résultat, les flux de trésorerie, tous les états financiers de l'entreprise pour en retirer des indicateurs financiers. Des indicateurs financiers qui vont nous renseigner sur la rentabilité de l'entreprise, les marges, le niveau d'endettement. Et ensuite, il y a l'approche qualitative qui va essentiellement s'appuyer sur une ressource qui est le rapport annuel, qui peut faire plusieurs centaines de pages, où là, c'est tout aussi essentiel. Ce sont des éléments qualitatifs d'aller percevoir quelle est la gouvernance, quelle est la stratégie de l'entreprise, quelle est la qualité du management ou encore la dynamique du secteur qui va nous permettre de nous forger une réelle opinion sur l'entreprise dans laquelle on souhaite investir. Pour comprendre une investir, il y a quasi systématiquement ces deux approches qui se combinent. Les indicateurs financiers qui sont généralement un premier cadre de sélection qui nous permettent de dire on va creuser un peu plus cette entreprise ou pas, et une approche beaucoup plus qualitative qui peut demander un peu plus de temps, d'aller plonger dans les rapports financiers et se forger une réelle opinion sur l'entreprise dans laquelle on souhaite investir. Tout à fait. On va commencer par l'approche quantitative, Quantitatif, bien sûr. basée sur les états financiers, hein, bilan, compte de résultat, les flux de trésorerie. Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu ou nous expliquer sur quoi est basé ce que tu appelles ton cadre de sélection? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut éventuellement rentrer dans ton cadre de sélection à toi? Déjà, pour rappel, toute entreprise cotée, et c'est la raison pour laquelle je vais d'ailleurs plus vers du coté que du non coté, a une obligation de publication de documents comptables clés. On parle du bilan comptable, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie. Sur la base de ces éléments-là, on va avoir énormément d'éléments déjà pour travailler. Sur le compte de résultat, on va avoir finalement un état de l'art complet des revenus de l'entreprise et de ses dépenses. Sur le bilan, on va avoir un état de l'art complet de ce qu'elle possède. Et finalement, dans le tableau des flux de trésorerie, on va avoir un état de l'art complet de la manière dont les flux de trésorerie passent entre notamment le bilan, le compte de résultat et les dépenses d'investissement de la société. Sur cette base-là, je vais me poser finalement 3 questions. La première, c'est est-ce que je fais une bonne affaire? Donc à quel prix est-ce que j'achète? Donc là, c'est le concept d'évaluation de la marge de sécurité. On va à ce moment-là avoir soit d'une manière basique un ensemble de ratios de valorisation. On entend souvent parler du PER. On a également le price to sell, très efficace, le price earning growth, ou l'EVOI, qui est celui que j'ai développé, ou encore le discounted free cash flow, qui est également un modèle à part entière. Donc là, est-ce que je fais une bonne affaire? Est-ce que j'ai un avantage concurrentiel? Et un avantage concurrentiel... Donc ça, c'est la deuxième question. C'est la deuxième question. Et ça, c'est une question qui peut prêter à confusion, parce qu'on se dit que c'est extrêmement qualitatif, finalement, comme principe. Mais lorsqu'on approfondit, lorsqu'on compare deux comptes de résultats, celui d'Apple et celui de Huawei, par exemple,
Donc de deux boîtes dites concurrentes, en tout cas dans le même secteur. Le résultat d'exploitation, je crois que c'était en 2022. D'Apple, on était dans les 25%. Huawei, on était dans les 6%. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pas grand-chose, si ce n'est que quand Huawei devant un écran HD, Apple devant un écran Retina, plus cher, avec des égéries que tout le monde connaît en tête d'affiche et un branding et un écosystème qui l'amène à devenir, qui amène ses produits à être catégorisés quasiment de bien Veblen, dans lequel on paye finalement le surplus de marque. Ce critère qui semble qualitatif quand on pose la question, tu arrives à le transformer en critère financier que apparaît complètement finalement dans l'état financier, notamment au niveau des marges. Et j'aime bien raisonner plutôt en marge d'exploitation qu'en marge brute ou qu'en marge nette, parce que la marge d'exploitation va prendre en compte les dépenses en R&D de l'entreprise. Et une entreprise, par exemple, comme Intel, a beau avoir une marge brute énorme, elle est complètement soumise à une nécessité de réinvestir énormément d'argent en R&D pour rester compétitive. Et dans les dépenses également d'exploitation qui font ta marge d'exploitation, tu as également les dépenses en vente des biens et administration, donc les dépenses marketing. Une entreprise, par exemple, comme Monster Energy, va avoir un niveau de dépenses marketing monumental pour tenter de concurrencer Red Bull. Mais finalement, à la fin de la journée, ta marge d'exploitation témoigne bien finalement de ta capacité de la santé à avoir de ton un avantage modèle. concurrentiel. Ensuite, ta marge nette dépendra de la manière aussi dont tu as construit finalement tes différents montages. C'est un autre sujet. Mais c'est intéressant en tout cas de comparer deux entreprises comparables sur la base de ce critère. Il va y avoir également des sujets de charges d'intérêt. À quel point est-ce que tu payes, à quel point est-ce qu'une entreprise A va payer de charges d'intérêt par rapport à son résultat d'exploitation versus une entreprise B, pour savoir quel est le niveau de confiance des créanciers, ce qui est également un sujet qui peut témoigner ou non d'un avantage concurrentiel. Et le dernier point, la dernière question de ces trois questions, donc finalement à quel prix j'achète, ai-je un avantage concurrentiel, suis-je bien géré? Suis-je bien géré finalement? Et donc dans ce sujet de la gestion, on va essayer de s'assurer que l'entreprise ne passe pas faillite. Et pour ce faire, on va se pencher sur deux risques. Le risque de surendettement, donc en regardant de manière assez basique son niveau d'endettement par rapport à ses revenus et son niveau d'endettement par rapport à ce qu'elle possède. Et également, est-ce qu'elle n'est pas sujette à un risque de fraude comptable? Et on a vis-à-vis de ça des modèles quantitatifs qui existent aujourd'hui, tels que le Baynish M-Score, qui permet quantitativement d'écarter énormément de risques de fraude comptable. Sur ce sujet-là de la fraude comptable. Ouais. C'est présent sur Visée. J'y suis pas encore. J'ai vu qu'à la fin, il y avait beaucoup de scores. J'y suis pas encore. Le Baynish M-Score, c'est un score que je découvre notamment avec Pasi Avia, qui était en 2021 le fonds manager numéro 1 au monde dans la thématique des small cap value, qui habite en Finlande et que je vais rencontrer parce qu'à ce moment-là, j'habite en Estonie. Et d'ailleurs, Value Investing Center est une société qui a du coup été fondée en Estonie. Bref. Et donc, sujet, est-ce que l'entreprise risque de faire faillite? On a ces deux critères-là. Est-ce qu'elle est ensuite bien gérée? Et là, on va s'intéresser du coup au return equity, au rendement de son capital. Donc ça, avec ce ratio-là, et également à sa trésorerie, donc via un current ratio, donc actif circulant sur passif circulant. Et globalement, en se basant là-dessus, on a déjà beaucoup d'éléments, sachant que je n'intègre pas la notion de taux de croissance du chiffre d'affaires qui pourrait être intégrée là, sachant qu'elle est souvent prise en compte dans les ratios de valorisation qui prennent en compte la croissance, dont les voies, mais qui pourrait également être pris en compte ici. Si j'ai bien travaillé, donc tu vas me dire si je me suis trompé, mais de ces trois questions, tu en as extrait en fait une quinzaine de critères. Tout à fait, qui fondent un score, le PLT-X score. Tout à fait. Donc ce score, c'est donc ces 15 critères. Chaque critère compte pour une pondération de 1, c'est ça? Et tu viens finalement dégrossir sur tout le marché. Je ne sais pas combien il y a de sociétés cotées dans le monde, donc j'imagine que ça fait beaucoup à étudier manuellement. Des small caps, il y en a peut-être un peu moins, mais je pense qu'il y en a pas mal. Tu viens, en fait, c'est ton premier cadre de sélection qui vient de te donner une espèce de shortlist, en fait, des entreprises que tu serais amené à éventuellement étudier, parce qu'après, on va voir qu'il y a un dernier critère dans lequel on va rentrer un peu plus en détail. Tu sélectionnes des entreprises qui ont un score 12, c'est ça? Ouais. Donc à partir de 12 sur 15, peu importe les critères, la pondération est la même pour tous. Pour sélectionner les actions que Rémi mettra dans son portefeuille, il s'appuie sur un cadre qu'il a structuré lui-même autour d'un score qu'il a nommé le PLT-X score. C'est un cadre de sélection basé sur 15 critères financiers qui eux-mêmes répondent aux trois grandes questions qu'il nous a déjà posées. La question de la valorisation de l'entreprise,
La question de l'avantage concurrentiel. Est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel durable? Et la question de la gestion. Est-ce que l'entreprise est bien gérée? Il y a 4 critères pour la valorisation, 3 critères pour l'avantage concurrentiel et 8 critères sur la gestion, l'utilisation du capital et le rendement du capital. Chaque critère a une pondération de 1 et l'action doit obtenir un score de 12 sur 15 pour entrer dans son radar. Ce scoring permet à Rémi de filtrer les entreprises les plus prometteuses et potentiellement les plus sous-évaluées, ces fameuses pépites qu'il souhaite dénicher. Mais ce n'est que la première étape de son processus, car il va maintenant devoir évaluer la marge de sécurité, et c'est ce qu'il va nous expliquer. Ouais, à partir de 12 sur 15, elle rentre dans un scope. En réalité, le PLTX score, on va l'ajuster légèrement selon les secteurs. Typiquement, le return equity est un ratio qui va être pas forcément pertinent, par exemple, pour les sociétés financières. Bref, mais on va légèrement l'ajuster, mais tu détailles de toute façon dans ton bouquin là tous les critères, dans quelle fourchette il faut qu'ils soient et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. En effet, du coup on va vraiment dégrossir le marché quantitativement sur cette base-là. Et ensuite, j'ai une logique de construction de portefeuille que je détaille également dans le livre, qui va consister à diversifier sectoriellement et géographiquement son portefeuille. Donc ensuite, on va finalement par secteur essayer d'aller trouver la pépite dans le pays qui nous manque dans notre allocation géographique pour constituer cet ensemble, ça permet cette déjà espèce de radeau antifragile qui restera de toute façon au-dessus de l'eau, quelles que soient les crises, quoi. Ok. Et ce que tu as développé en l'occurrence sur ce concept de marge de sécurité, donc value investing, il y a le prix aujourd'hui, il y a la valeur aujourd'hui, donc ce que je vais essayer d'aller chercher, c'est une marge de sécurité la plus importante possible. Tu as créé un indicateur. Alors, tu nous as fait un bon indicateur financier, comme on les aime, avec beaucoup d'acronymes, là. EVOEG. Est-ce que tu peux... Donc, on prononce comment? EVOEG pour Enterprise Value Owner Earning Growth. Ouais, okay. Tout à fait. Ok, donc ce EVOEG, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment tu l'as bâti? Comment tu l'as construit? Et qu'est-ce qui fait que tu es allé chercher un nouvel indicateur versus ce qui existait déjà? Parce que la littérature, j'imagine, est assez large là-dessus et tu étais probablement pas mal inspiré de ce qui existait déjà pour te dire que finalement, ça ne convenait pas tout à fait à ton approche et donc tu en as créé un nouveau. Ça remonte il y a 5 ans. Donc ce ratio va naître il y a 5 ans où je me passionne de ce sujet de la marge de sécurité en abattant un à un tous les livres que je trouvais chez Valeur Édition, puis ensuite en littérature plutôt anglophone. Et le ratio qui va se retrouver à avoir un track record le plus impressionnant, et avec le gérant qui a eu le track record le plus impressionnant finalement dans ce que j'analyse, c'est celui de Peter Lynch, qui est le PEG. Les indicateurs financiers, il en existe des tonnes, on peut vite s'y noyer, mais quand on parle de valorisation, il y a vraiment 2 indicateurs qui reviennent très souvent, notamment le PER et le PEG. Le PER, c'est le Price Earning Ratio. Il mesure combien tu payes une action par rapport à ses bénéfices. La formule est assez simple, on prend le cours de l'action et on le divise par le bénéfice net par action. Un PER élevé peut indiquer qu'une action, une entreprise est potentiellement surévaluée, alors qu'un PER faible peut indiquer qu'elle est potentiellement sous-évaluée. Mais attention, le PER ne tient pas compte de la croissance attendue des bénéfices. Et c'est là qu'intervient le PEG, le Price Earning to Growth, qui va lui inclure la valorisation plus la croissance attendue. On prend donc, en termes de formule, le PER qu'on va diviser par le taux de croissance annuel des bénéfices. Et qu'est-ce qui va nous dire ce PEG? Si le PEG est supérieur à 1, ça peut indiquer que l'entreprise est potentiellement surévaluée, inférieur à 1, potentiellement sous-évaluée, et un PEG autour de 1, c'est considéré comme une entreprise correctement valorisée. En résumé, le PER va regarder le présent, là où le PEG va prendre en compte et intégrer l'avenir. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans les normes comptables GAAP actuelles, le résultat net ne va pas prendre en compte ce qu'il y a réellement à la fin d'une année fiscale dans l'entreprise. Parce qu'on ne va pas soustraire au résultat net ce qu'on appelle les dépenses d'investissement de capital.
Ok. Et Warren Buffett critiquait déjà cela dans les années 80 dans le cadre de ses lettres annuelles aux actionnaires. Moi, je vais m'amuser à relier un petit peu tous ces bouts-là. Et il va souligner à ce moment-là son amour pour l'owner earning qui correspond finalement au free cash flow, au flux de trésorerie libre à la fin, qui est la dernière ligne du tableau des flux de trésorerie. Donc je vais me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un PEG avec, eh bien, au lieu de prendre le earning, on va mettre le free cash flow. Donc je commence à faire quelques tests à ce niveau-là. Et les résultats sont assez pertinents dans ce que ça me sort comme pépite. Donc que je vais analyser sur des backtests, c'est ça? Ouais. Ok. Sur les backtests et puis même juste en screening également, okay. sachant que je développais mes propres screeners en Python. Ensuite, je continue à approfondir la chose, je continue à lire des bouquins de value et finalement, lorsqu'on met également ce ratio, le PEG en place, on part du principe que le prix que l'on paye, c'est celui de la capitalisation boursière. Mais si demain, tu rachètes Value Investing Screener et que à un prix, disons, d'1 million d'euros, et que Value Investing Screener est endetté de 500 000 euros, tu ne vas pas acheter 1 million d'euros, tu vas acheter 1 million d'euros plus la dette. Donc, tu vas l'acheter en réalité 1,5 million. Mais si, en revanche, il y a 1 million de cash à l'intérieur, en fait, tu l'achètes 1 million d'euros plus 500 000 moins 1 million, ce qu'on appelle l'entreprise value, la valeur patrimoniale. Donc, plutôt que de me baser sur le prix, je vais utiliser l'entreprise value, la valeur patrimoniale. Donc, on enlève le résultat net, on prend le free cash flow, on enlève la capitalisation, on prend la valeur patrimoniale, et ensuite vient le sujet du taux de croissance. Et le taux de croissance, c'est ce qui me posait le plus de problèmes. Okay. Parce que le taux de croissance dans un PEG, c'est le taux de croissance qui est proposé par un analyste. Oui. Je ne connais pas cet analyste. En revanche, je connais le niveau de corruption du monde financier. Et surtout, le monde des small caps est assez peu... Tu peux douter de la fiabilité en fait, de cette... Ouais. Et puis, c'est peut-être que le monde des small caps est assez peu suivi par les analystes. Donc, j'ai aussi peu de ressources là-dessus. Et puis, lorsqu'un analyste parle d'un taux de croissance de l'entreprise, il va me parler d'un taux de croissance potentiel de ses ventes, pas du taux de croissance de sa valeur intrinsèque. Et donc, je me suis penché un petit peu sur le sujet de qu'est-ce qui fondait le taux de croissance de la valeur intrinsèque d'une entreprise. Et il y a des recherches qui ont été faites à ce sujet, des propositions qui ont été faites par des confrères. Il y avait notamment un ratio qui revenait que je trouvais intéressant qui s'appelait le SGR. Okay. Et le SGR, c'est donc ton return equity, le rendement de ton capital, modulo en gros les dividendes qui ont été versés. Okay. Donc, tu fais un ratio où tu retires en proportion les dividendes qui ont été versés et tu mets ton ROE. Okay. Et ce que j'ai fait, c'est que mon taux de croissance, j'ai pris le SGR et j'ai pris également le taux de croissance du chiffre d'affaires. Okay. Parce que je me suis dit, ça se fonde sur la croissance des ventes et la rentabilité du capital. Et ça, je divise juste ça par 2. Donc, taux de croissance plus SGR divisé par 2, et ça me fait un taux de croissance estimé qui se fonde sur rien d'autre que ce que j'ai à ma disposition. Donc, sur cette base-là, en fait, je me retrouve à avoir un PEG un petit peu amélioré sur la base de données sur la base de données que je trouve plus fiable et qui me semble à cette époque cohérent. Et je vais avancer avec ça sans trop pouvoir non plus le backtester d'une manière massive parce que tout ça, c'était assez artisanal, mais j'adore les boîtes que ça me sort. Donc, je vais avancer avec ça pendant plusieurs années jusqu'à produire une étude financière dans laquelle on va faire un gros backtesting finalement pour valider un peu la pertinence de ça sur l'historique. Sur plus de 20 ans, sur différents types d'indices, etc., comparé à des indices small cap value également. Et on va se retrouver à avoir une surperformance notable par rapport au S&P 500, par rapport à du Russell, par rapport... Et sur des longues durées? Sur des durées de plusieurs décennies, ouais. Ok. Et ce qui va valider finalement rétroactivement la validité de ce critère qui a juste été construit finalement avec bon sens en prenant un ratio qui existait déjà et en essayant d'aller chercher des valeurs encore plus justes sur chacun de ces termes. Donc là, c'est ton ratio de valorisation. Ouais. Ça se dépose, un ratio de valorisation ou c'est ou tu l'offres à la communauté comme ça. En tout cas, pour tous ceux qui veulent le découvrir. Hein, il est là-dedans. Je l'ai commercialisé. J'ai déniché des boîtes avec ce ratio que j'ai vendu à des institutionnels. J'ai construit des programmes d'accompagnement sur ces thématiques, un logiciel qui comporte ce ratio et aujourd'hui un livre, mais je ne l'ai pas déposé en soi et j'espère qu'il sera utilisé surtout par tous ceux qui trouvent cette approche pertinente pour faire de meilleures affaires. Parce qu'à la fin, ce que l'on fait, c'est aussi pour qu'un maximum de gens puissent investir plus intelligemment par eux-mêmes et se défaire finalement de modèles où on nous prend par la main. Enfin, je suis pro-indépendance de chaque individu. Et c'est magnifique tout ça, mais il y a un vrai problème. C'est que maintenant, comment je fais avec tous ces critères pour trouver ces sociétés? Et c'est là que tu as créé le
Value Investing Screener. Tout à fait. Ouais, non, un screener, donc peut-être expliquer ce que c'est un screener en fait, déjà. Mais pour le coup, je crée vraiment à la base, je crée vraiment tout ça pour moi à la base. C'est-à-dire, je démarre, je plonge dans cette potion, dans cette marmite, à la fin de mon école d'ingénieur, parce que je me sens pas passionné par ce métier qu'on me propose, comme je sais que je peux être passionné par beaucoup de choses dans ma vie. Et je me dis qu'il faut que je place mon argent rapidement pour devenir indépendant financièrement et pouvoir faire plein d'autres choses de ma vie. Et je vais vraiment tomber dans ce monde-là, passionné de ça et développer, et finalement, approfondissant ce sujet du value investing, développer des algorithmes pour trouver des boîtes qui correspondent à ces critères. Et je vais vraiment lire livre sur livre sur livre en m'amusant à développer des algorithmes en Python qui correspondent à ces critères pendant des jours, des nuits, des années. Donc ton résultat Python te donnait les boîtes à aller creuser. Ouais. Et je l'ai présenté ensuite à des institutionnels et ça va vraiment être un but que d'en faire un jour un logiciel accessible à tous. Et pour moi, ça allait me prendre peut-être 10 ans avant que ça arrive. Et finalement, je vais commencer par développer une société de conseil sur cette base-là où je donne finalement le fruit de ce que je pêche grâce à mes petits algos. Cette société va bien marcher et grâce à ma compagne que tu connais, on va finalement, qui est développeuse, on va finalement assez rapidement s'associer et donner vie à ce logiciel dans lequel j'ai pu intégrer notamment mon ratio de levoy. Mais tout ça, c'était pas si calculé que ça. Ah ouais, c'est arrivé, ça s'est fait au bon moment. Mais si tu le veux bien, j'aimerais bien j'ai accès au Value Investing Screener. Bien sûr. J'aimerais bien qu'on s'y connecte. Ouais. Et qu'on applique en fait ta méthode, qu'on applique ton cadre de sélection et qu'on aille regarder qu'est-ce que ça nous sort. Très bien. Quelle société ça nous sort. Pas sûr qu'on aille les creuser chacune en détail, parce qu'après tu nous expliqueras qu'il faut quand même avoir le travail n'est fait qu'à moitié, mais d'aller regarder un petit peu ça et de regarder ce que ça nous sort. Écoute, avec grand plaisir. Donc là, on vient d'arriver sur le Value Investing Screener, qui va nous permettre en fait d'appliquer un certain nombre de critères. Je te laisse la main. Ouais, tout à fait. Donc, on a essayé de construire quelque chose le plus ergonomique possible. On peut soit dénicher des entreprises de manière très simple avec ces petites étoiles sur la base de critères de valorisation, de croissance, de profitabilité, de bilan, de dividende, de management, dans les pays qu'on veut, dans le secteur qu'on veut, avec les tailles de capitalisation boursière qu'on veut, parce que ce n'est pas un outil uniquement dédié au small cap. Et on peut également utiliser des filtres avancés dans lesquels on retrouvera notamment, par exemple, les WEG. On peut rechercher typiquement uniquement des entreprises avec un WEG entre 0 et 1, par exemple. Donc ça, tu le détailles dans ton bouquin. Pourquoi entre 0 et 1 Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut aller chercher des entreprises avec une croissance du chiffre d'affaires, du pourcentage que l'on veut. On peut aller chercher des entreprises avec des marges. Par exemple, des marges d'exploitation supérieures à 25%, une entreprise avec très peu d'endettement, donc par exemple un niveau d'endettement, ratio debt equity inférieur à 75%, un ratio debt to income inférieur par exemple à 4, entre 0 et 4. Ou encore certains degrés de proportion de parts détenues par les initiés, par les institutionnels, un montant également de performance en matière de dividendes. On peut se concentrer là, par exemple, uniquement sur des entreprises qui nous versent plus de 10% de dividendes et qui ont, par exemple, également un Banish M-score inférieur du coup à moins 1,8. Ça paraît obscur quand on le regarde comme ça, mais là, si je voulais appliquer clairement ton cadre de sélection que tu détailles dans le bouquin. Déjà, en un clic, c'est possible dans la partie filtre. Ici, on a également le VIS score où on peut aller chercher uniquement des entreprises qui ont un VIS score supérieur à 12. Et on a également à chaque fois chacune de ces données qui nous sont rappelées dans chacun des critères sur la base du coup des tooltips qui y sont présentés. Ensuite, il suffit de lancer la recherche et on va trouver toutes les entreprises qui, au monde, correspondent à ces critères. Donc là, par exemple, on a 40 entreprises qui ont ce niveau de dividendes, de qualité, de valorisation, etc. Par rapport aux critères que tu as mis, et là, donc, ça concerne tous les marchés cotés mondiaux. Tous les marchés cotés mondiaux. Là, on a des entreprises en Colombie, en Thaïlande, en Chine, à Maurice, aux États-Unis, en Israël, en Australie. Par exemple, en Australie, ça, je pense que c'est typiquement pas une entreprise qui va te plaire. Ah oui. Tu la connais? Non, je ne la connais pas. Mais en règle générale, quand on est sur de l'énergie en Australie, c'est souvent du charbon. D'accord. En l'occurrence, une société de pétrole et de gaz.
Bon, donc voilà, c'est plutôt du pétrole et du gaz, mais bon, bref. Donc Ok. il y a plus sexy. Ceci étant dit, on va avoir du coup ici tout un détail de la société qui va prendre en compte tous ces ratios de valorisation. On va avoir ici, tu vois, vraiment une étude de justement l'estimation de sa valeur intrinsèque. On voit que là, on a vraiment une sous-valuation estimée entre 65 et 80%. Donc 80% sur la base de mon ratio qui est les VWAG, 65 sur la base du ratio qui est le discounted free cash flow. Donc en l'occurrence ici, c'est ça qu'on appelle la marge de sécurité. Complètement. C'est vraiment du coup ce que j'estime être la marge de sécurité par rapport à ce qui est calculé comme étant la valeur juste. Donc ce qu'on croit en fait et ce qui fait l'essence même en fait de cette approche, c'est de dire qu'à terme, la valorisation devrait être au juste prix et donc de rattraper en fait le prix. Tout à fait. C'est la grande phrase de Benjamin Graham. À court terme, le marché vote. À long terme, il évalue. Et ce qu'il évalue, c'est la valeur intrinsèque. Donc tout l'intérêt de faire ce travail d'estimer au mieux possible, selon ces critères, la valeur. Et de s'assurer dans son approche aussi que l'entreprise, et dans son approche qualitative, que l'entreprise va continuer à avoir une valeur qui augmente dans le temps. Parce que si on a un gros spread là, mais que l'entreprise détruit de la valeur, en liquidant ses actifs, en réalisant de la fraude comptable ou autre. On peut attendre longtemps et en fait, elle aura rattrapé. C'est ça. Et souvent, un défaut de valorisation vient aussi d'une perte de confiance des investisseurs dans l'avenir de l'entreprise. Donc c'est important de faire attention à ça. On va ici avoir la synthèse des ratios financiers de l'entreprise concernant sa valorisation, avec à chaque fois la moyenne également du benchmark dans le pays en question. On va avoir ici ensuite l'évolution de ses résultats sur 5 ans, sur 10 ans. Okay. On va avoir ici l'évolution de ses marges brutes d'exploitation, nettes, de ses dépenses, de la rentabilité de son capital à 5 ans, à 10 ans. Également la structure de son bilan, l'évolution de ses capitaux propres, actifs, passifs, taux d'endettement, taux de liquidité, évolution de sa dette par rapport à ses résultats, mouvement des initiés, s'il y en a. Point également important à souligner. Donc, mouvement des initiés, ça va être des institutionnels ou des... Ça peut être un CEO qui se met à vendre massivement. Okay, il y aura un gros point rouge, quoi. Bien sûr. Par exemple. Proportion également des initiés, évolution de nombre d'actions en circulation, point important à regarder parce que parfois dans le monde des small caps, il peut y avoir énormément d'émissions d'actions. On a eu le cas sur Arcos récemment qui a dilué énormément parce que finalement, lorsqu'une entreprise se cote en bourse, elle va lever de la dette lors de son introduction, enfin elle va lever, non pas de la dette, mais de l'argent lors de son introduction en vendant une partie de ses actions, mais elle peut ensuite émettre de nouvelles actions, ce qui va réduire notre part de les gâteau investisseurs actuels. Donc on va préférer une situation comme celle-ci où il y a eu un rachat d'actions, une diminution du nombre d'actions en circulation que l'inverse. Et ensuite, eh bien, également le dividende, l'étude du dividende versé avec le nombre d'années sans interruption. Par exemple, là, la performance du dividende est très attractive. On parle de 19% de dividende, c'est monumental. Mais le nombre d'années sans interruption est seulement de 1 an. Donc, ce n'est pas si long terme que ça. Et ça, on va l'avoir finalement en une fiche résumée sans avoir à se plonger dans 300 pages de ratios financiers, sachant qu'on a également inclus une partie masterclass pour se familiariser avec ces termes, ce jargon et l'utilisation finalement de cet outil qui, à première vue, peut ne pas être évident. Je le conçois, c'est pas une stratégie vers laquelle on se tourne dès le début lorsqu'on débute, mais à terme, avoir une poche de small cap dans son portefeuille, ça apporte de la décorrélation et ça peut apporter de la surperformance à son portefeuille. Parce que c'est aussi un des gros avantages, selon moi, d'un portefeuille bien constitué de small cap value, c'est qu'on va vraiment, notamment si on a cette approche où on va se diversifier géographiquement et sectoriellement, avoir une décorrélation de son portefeuille par rapport au reste du marché. J'ai personnellement, par exemple, en avril de cette année, en avril 2025, eu assez peu de variations dans mon portefeuille, alors qu'avec les annonces de Trump, ceux qui étaient uniquement exposés de manière indicielle au S&P 500 ont vécu des moments difficiles. Tu es exposé quand même à une approche indicielle. Tu as des ETF en portefeuille. Non, je suis 100%. Tu vis pleinement ta méthode. Ouais, je vis pleinement ma méthode. Et même d'ailleurs, Value Investing Sooner est une société qu'on a créée et dans laquelle on a mis en place, on n'avait pas besoin pour vivre en soi. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de se dire 100% du résultat d'exploitation de cette société va être réinvesti en bourse dans des small cap value. Et on va se verser que les dividendes des actions à dividendes détenues par cette société. Joli. Et donc créer une forme d'inertie dans laquelle l'entreprise a un très bon rendement sur son capital et ne fait donc que croître à terme. Pour que finalement Value Investing Sooner soit le plus bel exemple d'application. Ça donne un vrai sens aussi des entreprises à cette approche. Que l'on choisit et peut-être même un jour coter cette boîte en bourse. Je te le souhaite. Voilà.
Maintenant, est-ce que ça suffit? Parce que là, j'ai ma shortlist d'actions. On vient de voir Q Energy, je crois, Australie. Bon, on a pu voir effectivement tous les ratios financiers, on a vu la marge de sécurité, on a vu tout ça. Est-ce que ça me suffit pour y investir? Non. Ouais. Non, non, non. Tu vois, quand on prend, si je reprends l'exemple des tests PCR, on pourrait tout à fait avoir une entreprise là dans le biomédical qui a très bien vécu les années Covid, mais qui a un avenir très incertain. Et ça va être vraiment la notion d'approche qualitative. Et c'est là où on va avoir d'ailleurs un avantage avec notre background d'ingénieur, parce qu'on sait se plonger dans la réalité d'une industrie, ouvrir des dossiers un peu techniques et vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a une production de valeur ajoutée à terme ou pas? C'est un ensemble de questions qu'il faut se poser en lisant les 300 pages d'un rapport annuel. Ni plus ni moins, pour vraiment se dire, est-ce que cette entreprise a de l'avenir ou pas? Est-ce que les risques qui sont pointés et qui doivent être obligatoirement rapportés et pointés par les auditeurs et l'entreprise dans le cadre de son rapport annuel sont létaux ou non à long terme? Et le fait est que très peu d'investisseurs prennent le temps de lire ces rapports annuels. C'est sûr. Mais pour reprendre les termes de William Higgins, tout y est. Et donc, il va être essentiel pour nous de lire ces rapports annuels pour prendre une bonne décision d'investissement. C'est là où on bascule dans l'approche qualitative. Complètement. Le shortcut que je recommande au minimum à tous les investisseurs, c'est de prendre les 7 prompts que j'ai mis dans le livre, de mettre le rapport annuel des entreprises dans lesquelles on investit dans ChatDoc ou dans Notebook LM. Donc des IA, Notebook LM, c'est gratuit, l'IA de Google. Et de regarder ce que finalement l'algorithme ressort en réponse des questions qu'on lui a posées. C'est vraiment le minimum vital. Et ensuite, idéalement, aller un petit peu plus en profondeur avec des processus que je détaille. Ça peut être, donc, j'ai créé un processus qui s'appelle le PLTQ Score et la méthode Compass 7 est encore plus approfondie. Mais vraiment, l'idée, c'est de se poser surtout la question, est-ce que l'entreprise pourra encore des chances de produire la valeur ajoutée sur du long terme, sur un horizon de 10, 20, 30 ans? Et est-ce que les risques qui sont énoncés sont létaux ou non sur du moyen long terme. Donc c'est se forger des convictions par rapport au fait que l'entreprise puisse être capable de continuer à générer de la valeur, à faire croître sa valeur intrinsèque dans le temps, malgré le monde, j'ai envie de dire. Des convictions... J'ai l'impression que tu n'aimes pas trop le mot conviction. Non, je n'aime pas les mots conviction. En effet, j'ai du mal avec le mot conviction parce que je n'aime pas pêcher en jetant des cailloux à la mer. Si tu veux. Moi, toi, c'est pragmatique. Pêcher, tout est à la raisonnement. bombe ou en fait. avec des filets. Ouais. Et tu vois, typiquement, si on se tourne vers une entreprise qui fait... c'était un petit peu violent, peut-être, de la pêche à la bombe avec les filets, mais bref. On a compris l'image. Mais au moins, je suis sûr d'avoir des poissons. Typiquement, si tu te penches sur une société de sécurité qui s'occupe de la sécurité des centrales nucléaires aux États-Unis, le besoin est inélastique. Et tu ne peux pas... le besoin ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il y a besoin de sécurité. L'entreprise peut évoluer, peut se transformer, il peut y avoir de la concurrence, qu'il y ait une étude de concurrence à faire, mais le besoin ne va pas disparaître. Typiquement, dans du consumer cyclical ou dans des biens beaucoup plus sujets ou dans même des produits financiers beaucoup plus sujets à de la spéculation, tels que le Bitcoin, on va être sur une conviction de que sera le monde demain. Oui. Lorsque tu bases ta stratégie d'investissement et tes choix finalement de placement sur la base d'un constat qui est risque nucléaire doit de toute façon être couvert, 40% de l'énergie mondiale, c'est du charbon, lait maternel est extrêmement consommé en Océanie et tu as tel producteur. C'est très pragmatique. C'est extrêmement pragmatique. C'est Max Weber qui différencie fort justement l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je ne suis pas de ceux qui ont des convictions vis-à-vis de mon portefeuille. J'agis vraiment d'une manière la plus responsable possible sur la base d'entreprises qui répondent à des besoins inélastiques et qui ont un processus d'allocation de capital qui m'assure la croissance de leur valeur intrinsèque à long terme. Et pour ceux qui miseraient sur des valeurs de croissance, est-ce que c'est une logique de conviction là pour toi ? Non. Non, si tu les choisis d'une manière pertinente. Je différencierais celui qui a misé sur du microtechnologie. Comment s'appelle cette boîte ST Micro, non. Les semi-conducteurs. Non. Tu sais, cette boîte qui investit avec le biais dans le Bitcoin. MicroStratégie.
micro-stratégie, c'est de la conviction. Et de la conviction à son paroxysme. Constellation Software de Marc Léonard. C'est typiquement une boîte de croissance qui a complètement embrassé une dynamique d'allocation de capital qui l'a amené à avoir un total return de plus de 30% par an depuis son introduction en bourse en 2006. Pour raconter un petit peu l'histoire de cette entreprise, parce que justement, je la trouve parfaitement... je trouve vraiment que c'est un très bel exemple d'allocation de capital sur une société de croissance. Marc Léonard, c'est un gars qui fait du private equity dans les années 90, donc en tant qu'employé. Donc le private equity, le principe pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'on va avoir notamment dans le monde du seed et du pre-seed, donc sur des boîtes qui vont investir dans des boîtes qui naissent dès leur développement, des entreprises qui vont du coup investir dans le développement de nouvelles entreprises dès leur naissance. Et l'objectif en règle générale de ces fonds qui vont investir très tôt dans le développement d'entreprises, c'est de revendre au bout de 5 à 7 ans. Et il va y avoir souvent des investissements à faire avec ce qu'on appelle un feeder. Et on va récupérer de la rentabilité ensuite petit à petit sur la base des exits, donc des reventes des entreprises qui vont être faites. Et lui, il va faire ça du coup au début finalement de l'émergence des sociétés technologiques. Et il va, passionné par les écrits notamment de Warren Buffett, de Henry Templeton, de tous ces grands allocateurs de capital, Tom Murphy, etc., Henry Singleton, il va vraiment se dire, en fait, on voit beaucoup trop court terme. 7 ans, c'est beaucoup trop court terme. C'est pas smart. Pourquoi est-ce qu'on revend des choses aussi qualitatives ? Il ne faut pas revendre ce genre de boîte. Il ne faut pas revendre ces logiciels qui naissent. Il faut les conserver. Et donc, il va se défaire du private equity. Il va faire une levée de fonds, non pas pour un fonds, mais pour une entreprise. Il va lever 20 millions d'euros avec un objectif, acheter très tôt des sociétés de logiciels, qu'on va appeler des VMS, des Vertical Model Software, des sociétés de logiciels en B2B, et les conserver sur du long terme. Il va faire ça, il lève ses 20 millions d'euros, il va racheter quelques premiers logiciels de cette manière-là. Avec ses 20 millions. Avec ses 20 millions, et ça va très bien se développer. Du coup, 30 ans, il va en racheter 600, il n'en revendra qu'un, c'est son plus gros regret. L'entreprise s'introduit en bourse en 2006. Depuis, c'est plus de 32% par an au total. Et elle pèse aujourd'hui, donc en dollars canadiens, aux alentours des 90 000 dollars canadiens. 90 milliards de dollars canadiens. Avec les limites des modèles de private equity qui ont un horizon beaucoup trop court terme, selon toi. Ouais, mais c'est pareil. C'est-à-dire que je trouve que le modèle de la SCPI est beaucoup trop court terme par rapport au modèle de la REITs, de la Real Estate Investment Trust. À la fin de la journée, le modèle vertueux est celui qui n'agit pas dans l'intérêt de celui qui gère l'entreprise par le biais de frais de gestion. Le modèle vertueux est celui qui agit dans l'intérêt du modèle lui-même. Et le plus beau des modèles là-dessus, c'est lorsqu'une société se met à investir son propre argent dans sa conviction et qu'elle mise toute sa croissance là-dessus. Et donc là, tu es vraiment sur un modèle d'allocation de capital où finalement tous les flux de trésorerie sont réinvestis dans des actifs eux-mêmes extrêmement rentables et où l'introduction en bourse va servir à avoir encore plus de leviers financiers pour racheter ces mêmes actifs toujours plus rentables sur des sociétés de logiciels en B2B où les churns sont très bas et où ils vont se développer d'une manière complètement décentralisée en multipliant des opérations de M&A, donc de rachat et de croissance externe. Et ça, c'est un exemple de modèle de croissance responsable dans une stratégie growth que j'opposerais à un modèle de croissance par conviction où tu te retrouves à avoir une asymétrie de résultats que tu ne maîtrises pas vraiment et qui ne découle pas d'un process. J'aime lorsque la croissance découle d'un process. Et selon moi, on différencie. Tu peux l'expliquer. Et on différencie le coup de chance, même sur un plan entrepreneurial, du process de par le caractère reproductible d'une action, que ce soit d'entreprise, marketing ou autre. Et je trouve qu'aller chercher la reproductibilité de ces leviers de croissance est essentiel pour durer. Merci Rémi. Surperformé en bourse avec les small caps. On a le même éditeur aux éditions Maxima. C'est grâce à toi. En tout cas, félicitations. Pour être honnête, je te l'ai dit, je ne l'ai pas encore fini. J'attaque l'approche qualitative, mais j'ai déjà bien bossé l'approche quantitative. Tu vas adorer la partie construction de portefeuille. Je n'en doute pas. J'ai vu qu'il y avait du antifragile, etc. J'ai vu qu'il y avait les cycles. C'est un concentré d'informations. Très franchement, bravo pour le boulot. Il y a beaucoup d'infos pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin leur raisonnement en bourse, etc. C'est un super bouquin que je recommande chaudement et vivement.
Et j'ai envie de dire, bon, ça on le retrouve un peu partout, Amazon, dans les librairies, etc. Mais on peut aussi te retrouver en ligne, parce que tu as une chaîne. J'ai une chaîne YouTube, Parlons long terme, tout à fait. Une newsletter où j'analyse une action une fois par mois aussi. Et tu as aussi lancé un peu de contenu sur une nouvelle chaîne, Vice, c'est ça? Value Investing Trainer. Value Investing Trainer, ouais, c'est du coup mon associé Sébastien Valton qui l'anime. Je pense que c'est possible que je participe un petit peu avec lui sur la chaîne, mais du coup, on a associé au logiciel Value Investing Trainer un contenu une chaîne YouTube dans laquelle on propose également des analyses notamment des portefeuilles de ceux qui utilisent le logiciel et on trouve. Ce qui est génial, c'est qu'on trouve des pépites. On déniche des pépites dans les portefeuilles de ceux qui utilisent finalement le logiciel lui-même. Et c'est assez beau de voir des gens qui sont partis et qui ont embrassé complètement cette passion avec nous au cours de ces dernières années. Écoute, peut-être que je te proposerais de retourner une vidéo sur l'approche qualitative qu'on n'aura pas eu le temps de creuser. Avec plaisir. Pour, une fois qu'on a notre shortlist, notre sélection, comment on fait pour vraiment se forger des convictions, j'allais dire. Comment on fait pour aller pousser plus loin et d'aller regarder dans quelle entreprise et comment on se construit un portefeuille. Parce qu'effectivement, on a parlé d'aller dénicher la pépite. Mais après, comment on associe les pépites ensemble pour en faire un portefeuille que tu nommes antifragile, diversification. Je sais qu'il y a un sujet sur la diversification aussi. Qu'est-ce que ça veut dire diversifier? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de lignes, pas beaucoup de lignes? On ne va pas rentrer dans le détail là. Un grand merci et j'ai bien envie de te laisser le mot de la fin pour nous donner une envie de poursuivre notre chemin vers les small caps value. Alors, je ne dirais rien de plus si ce n'est le fait que le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes et trop peu, je trouve, d'ouvrages ou de contenus sur Internet soulignent l'importance de s'intéresser à la croissance de la valeur intrinsèque des entreprises. Et j'ai essayé de détailler ça au mieux dans ce livre et j'espère que ça vous plaira. Merci Rémi, merci à vous. N'oubliez pas à vous abonner. C'était le tout premier format décomplexe pour rendre simple ce qui paraît compliqué en apparence. Mais quand on a des experts comme Rémi, on arrive à rendre les choses accessibles. N'oubliez pas à vous abonner. On vous retrouve pour un prochain épisode.